Alors Philippe Charlier, vous allez nous faire visiter cette exposition qui s'appelle Le Miroir du Temps, les momies de Randazzo. Oui. Randazzo, c'est la ville située sur les pentes de l'Etna où ont été retrouvées toutes ces momies il y a à peu près 3 ans. Et donc du coup, elles ont fait l'objet d'une étude à la fois historique et médicale. Et qui date de l'éruption de l'Etna? Alors en fait, ça date de plusieurs éruptions de l'Etna. Elles s'échelonnent entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et elles ont été déposées initialement dans une église et puis oubliées au fur et à mesure du temps, emmurées. Et puis voilà, on en a fait une étude médicale, c'était le sujet de thèse d'une de mes étudiantes. C'est formidable. Et c'est maintenant un sujet d'exposition. Cette première vitrine vous montre que la momification n'est pas spécifique au monde égyptien et que à peu près tout le monde sur Terre était embaumé à un certain moment. Vous avez ici une momie factice d'ibis, ici des fragments de momies de chats qui étaient embaumés. Donc ce n'est pas qu'une momification humaine. Ici un masque de cartonnage, donc c'est ce qui recouvrait la momie, son sarcophage, et puis ici une main de momie qui a été assez intéressante parce qu'elle nous a servi de témoin quand on cherchait à confronter les fausses reliques de Jeanne d'Arc conservées à Chinon avec des momies égyptiennes, car les fausses momies de Jeanne d'Arc étaient des momies égyptiennes de chats et humaines. Alors, oui, on a dit d'ailleurs que vous aviez analysé des os de chats, non? Oui, c'est ça, oui, tout à fait, confronté. En fait, c'était un chat du Proche-Orient et puis du bitume qui recouvrait tous ces restes-là, qui étaient tout à fait contemporains et même nature que celle-ci. Donc les momies, tout le monde passe à l'Égypte, mais il y en avait un petit peu partout. Il y en a partout, voilà. Et notamment, il y en avait en Europe au Moyen-Âge, puisque vous avez ici ce qui était contenu à l'intérieur du ventre d'Agnès Sorel. Ce sont les produits d'embaumement qui ont permis la très bonne conservation du corps d'Agnès Sorel. Donc, Agnès Sorel, c'est quoi? C'est le mercure, ça? Alors, elle est morte intoxiquée au mercure, elle, mais ce n'est pas le mercure qui a été utilisé pour l'embaumer. Ça, c'est utilisé pour l'embaumement. Ça, c'est utilisé pour l'embaumement. C'était ce qui farcissait, si je peux dire, entre guillemets, son corps. Du thym, du gingembre, du romarin, de la menthe, du poivre gris maniguette, etc. Et ça sent bon toujours? Ça sent divinement bon. Là, c'est derrière la vitrine, je peux malheureusement pas vous le faire respirer, mais ça sent très bon. Ça sent une odeur de cuisine, comme si vous. C'est pour ça que le mot farcissement n'est pas une moquerie en pratique. Les premiers à avoir embaumé, ce sont les cuisiniers, parce que ce sont eux qui savent ouvrir la viande, comme on ouvre les cadavres. Ce sont eux qui ont à disposition tous les aromates pour voilà, tout ce que vous faites quand vous faites un bouquet garni, par exemple. Ici, une mèche de cheveux d'une momie péruvienne, et là, une momie artificielle, naturelle au contraire, naturelle, puisque c'est un singe qui a été retrouvé dans une double cloison. Il vient de notre institut médico-légal, et à l'origine, les policiers qui sont tombés dessus n'ont pas très bien su si c'était un bébé ou si c'était un animal. Il faut dire qu'il est assez un petit peu déformé et desséché. C'est évidemment un animal. On voit ici sa queue, et puis les mains et les pieds qui sont assez semblables. C'est un petit singe, oui. Donc même dans des conditions très particulières de dessèchement, eh bien, il peut y avoir une momification naturelle. Ça, c'est une momification, c'est ça. Oui, c'est pas, personne n'a momifié un singe. Non, c'était pas très intéressant. Et donc là, vous voyez la représentation de la tête embaumée de roi Henri IV. Et la tête embaumée d'Henri IV. Qui pour le coup était une momie artificielle, mais on va dire que l'embaumeur avait été un tout petit peu aidé par Ravaillac, puisque le patient, si je peux dire, avait été saigné ah oui, donc ça facilite. Et oui, ça le dessèche complètement. Ça le dessèche. Il perd au moins 4 litres de sang, du coup, ça lui fait autant d'humidité en moins, et du coup, le corps se dessèche et se conserve encore mieux. Donc les momies de Randazzo ont été trouvées en 2008 en pratique de façon fortuite dans cette église de basalte, et ce sont des restes qui sont assez bien conservés puisqu'on n'a pas que des crânes, on a également des fragments corporels à part entière avec de la peau, des oreilles, souvent percées d'ailleurs au niveau des lobes chez les hommes, et puis des restes d'yeux, des restes de poils, cheveux, omoplates, etc. Donc c'était des momies à l'origine qui étaient présentées dans l'église comme une sorte de memento mori. Les gens de l'élite payaient pour être conservés et pour servir d'exemple, pour dire grosso modo, voilà, nous avons été des nantis, nous avons bien mangé, bien bu, nous sommes bien amusés. Nous avons acquis d'ailleurs des maladies honteuses, il y a un cas de syphilis là-bas que je vous montrerai. Voilà, donc nous avons bien... Voilà, bien profité de la vie. L'existence sur Terre était plutôt sympa, mais retenez que maintenant nous sommes morts et vous serez... Voilà, nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. Privilégiés, on est des cadavres comme les autres. Exactement. Et du coup, les capucins étaient en charge de ce processus d'embaumement et ces corps étaient suspendus à des crocs de boucher dans l'église pour servir d'exemple tout simplement. Et puis passé un certain temps, ils commençaient à s'abîmer, on le voit ici, ils sont quand même un petit peu abîmés, et ils finissaient sous la forme d'un amoncellement de crânes comme ce mur de crâne que vous voyez ici.
Alors heureusement, ça nous permet encore pas mal de diagnostics Oui, c'est vrai rétrospectifs. que, enfin, c'est un lieu commun, mais c'est vrai que quand on est dans cet état-là, tout le monde est égal. On est tous égaux. Quoi. On est tous égaux. Mais là vous avez l'impression que tous les crânes sont pareils. Mais, sauf que c'est pas vrai. Ils sont, alors, à mon œil médical, ils sont tous différents. Ouais. Vous en avez avec des coulures de jus de putréfaction, vous avez des enfants, vous avez des adultes, vous avez des femmes, des hommes, vous avez même des individus qui viennent de l'étranger. Ici, vous avez un crâne qu'on appelle, entre guillemets, négroïde, donc au moins quelqu'un qui vient de Afrique du Nord, pardon, sinon Afrique septentrionale. Donc voilà, on a vraiment des migrations de population et puis des maladies qui sont extrêmement diverses. Alors, une question qui est un peu annexe, mais au 19e siècle, il y a eu une grande mode de la mesure des crânes, de la chronologie, enfin bon. Qu'on ne fait quasiment plus maintenant. Qu'on ne fait plus maintenant, mais on disait, les gens plus intelligents ont des crânes plus gros que les autres et tout ça, on n'a jamais montré ça. Hein. Ah non, non, j'en suis l'exemple même, j'ai un gros crâne. Ah non, je croyais que vous aviez un petit crâne. Non, arrêtez. Un gros, je ne me serais pas permis. Et puis certains aussi font l'objet d'autres processus. Par exemple, ici, vous avez un individu qui a été scié, en fait. C'est un sciage du crâne pour deux raisons, ici et là. Sachant que cette voûte-là ne va pas sur cette base du crâne-ci. Donc on a deux individus différents. Soit ils ont été embaumés par un processus un petit peu particulier qui est celui du sciage du crâne, on retire le cerveau, on met des aromates à la place. Soit, deuxième possibilité, mais ça ne se faisait pas trop à cette période-là. La deuxième possibilité à laquelle je crois beaucoup plus, c'est plutôt celle d'une autopsie. Ces gens-là ont été autopsiés pour connaître la cause de mort, extraire le cerveau, etc. Donc je pense que... Voilà, l'autopsie, elle date de... Alors l'autopsie scientifique ou dissection anatomique, on la pratique au moins depuis l'Antiquité grecque. On sait que vers 200-300 avant Jésus-Christ, à Alexandrie, elle avait déjà cours. D'accord, on regardait déjà de quoi les gens... de quoi les gens mouraient, ou du moins on découpait les corps pour mieux connaître l'anatomie humaine. Mais l'autopsie médico-légale, elle prend surtout son essence. Déjà dans l'Antiquité gréco-romaine, on pouvait ouvrir des corps ou sonder les plaies pour connaître un petit peu de quoi étaient morts les gens. Mais c'est surtout à partir du XVIe siècle, sous Charles Quint, que naît vraiment l'anthropologie médico-légale, et en France avec Ambroise Paré, toujours le même. Alors on utilise, on ne va pas citer de marque, mais un petit peu tout ce qu'on trouve dans la cuisine est utilisé dans les momies. Voilà, une cuisine, du sel, de la muscade, du poivre, alors poivre vert et poivre noir, de l'estragon, etc. Et du laurier, bien sûr, tout est utilisé pour, on va dire, favoriser la bonne odeur sur les corps morts, tout simplement. On sait maintenant à quoi ça sert que du cross des carcasses. Je ne sais pas si c'est une très bonne publicité, en revanche. Et puis parfois... C'est extraordinaire, parce que c'est vrai que voilà, c'est des produits qu'on trouve chez soi aujourd'hui. Enfin bon, même s'ils étaient naturels quand on les utilisait, c'est drôle. Il y a vraiment une grande antiquité de l'utilisation de ces produits-là, et c'est toujours intéressant. C'est pour ça que je travaille avec des nez de parfumeurs qui, eux, sont à même d'identifier, en respirant ces corps, quelle substance a pu les parfumer ou de quelle substance ils ont pu être enduits. Ça, c'est très étonnant, parce que on se dit, voilà, vous avez une démarche extrêmement scientifique et tout ça, puis tout d'un coup, vous faites appel à des nez de parfumeurs. C'est scientifique, c'est toujours aussi scientifique. Vous savez, leur nez est un nez extrêmement perfectionné et scientifique. Et ensuite, cette information-là, elle est doublée de toute façon par une autre information qui est celle des nez chimiques, on va dire. Bien sûr, elle est recoupée. Exactement, voilà. Et puis il y a aussi d'autres cas où l'individu est un petit peu pathologique et où il demande malgré tout sa conservation. Celui-ci, vous voyez, a été passé à la chaux. Donc vraisemblablement, il est mort d'une maladie infectieuse. Il a été d'abord désinfecté et ensuite on désinfecte à la chaux et ensuite on l'a présenté sous une forme forcément un petit peu altérée. D'autres aussi s'abîment au cours de leur séjour dans l'église et on est obligé sur des phases de fracture de les consolider et de mettre un petit peu de la bourre végétale pour les dessécher ou pour leur rendre une bonne odeur. Donc ceux-là, vous voyez, ont été restaurés en partie pendant leur séjour dans l'église, pendant leur présentation. Et puis vous en avez d'autres aussi, vous voyez, qui sont maintenus par des ficelles, d'autres qui sont mangés en partie par les insectes. Et puis vous en avez qui sont extrêmement bien préservés, comme celui-ci avec son nez qui est encore présent, une bonne dentition. Et puis celui-ci qui est mort d'une mort assez violente, puisque vous voyez qu'il a pris un coup vraisemblablement d'épée au niveau de la nuque. Alors ça, au moins on est sûr que ce n'est pas un accident, hein, c'est vraiment soit un homicide, soit un combat, un combat ou peut-être une mort militaire en effet. Ah, ça c'est formidable ça. Et puis vous avez aussi des témoignages de maladies infectieuses. Là vous avez deux dents avec des abcès extrêmement importants qui ont pu être... Vous voyez le trou ici avec la dent perdue, pareil là, avec un aspect complètement remanié de l'os au contact. Ce sont des abcès dentaires dont on sait maintenant qu'en l'absence de traitement antibiotique, ils peuvent être à l'origine d'une septicémie ou d'une encéphalite ou d'une méningite. En tout cas, ça peut aller extrêmement vite et provoquer la mort du sujet.
Et puis là, vous avez, comme vous avez tiqué, en effet, ce sont deux trépanations. Trépanation, oui. Alors, ces deux individus ont survécu. Un homme et une femme, vraisemblablement, ont survécu. Celui-ci un petit peu moins longtemps, puisque vous voyez que les bords ont cicatrisé, mais pas la totalité de la surface osseuse. En revanche, Alors que celui-là, voilà, le trou était rebouché presque. Voilà. Donc là, on a quelques mois de survie et là, quelques années C'est incroyable. de survie. Ah oui, on peut déduire de ça, voilà, le temps de la survie du Exactement. patient. Et puis, le geste est sûr. Alors en revanche, qu'on ignore, c'est un peu dommage, C'est les c'est raisons. frustrant. Non. Exactement, ce sont les raisons. Pourquoi ces gens-là Pourquoi ont ils été... étaient trépanés, oui. Alors vraisemblablement, celle-ci, vous voyez, elle a une autre maladie qui est juste en arrière, cet aspect un petit peu inflammatoire, juste sous le lambeau de peau. Et je pense qu'elle, elle avait des tumeurs cutanées qui finissaient par infiltrer l'os, ce qu'on appelle des basocellulaires. Ce sont des petites tumeurs qui sont assez fréquentes chez les gens qui sont souvent en ensoleillement. Et quand c'est au niveau du crâne, ça peut parfois attaquer l'os. Et on sait depuis Cels, donc on est vraiment dans l'Antiquité romaine, que lorsque ça grignote le crâne, eh bien, il faut découper un petit fragment de crâne et de peau. On le fait toujours, ça. sous-jacent. Et on le fait toujours, oui, D'accord. quand ça grignote. Donc vraisemblablement, vous voyez, la personne a survécu quand même assez longtemps. Assez longtemps, oui. Assez longtemps. C'est génial ce qu'on peut découvrir à partir de De tout petits bouts. tout petit bout. Alors comment étaient préparées les momies? Je ne vais pas vous demander de vous allonger ici, Patrice, mais vous voyez, ça c'est Je pourrais. Vous pourriez, ça a été testé. C'est comme ça, oui, ça c'est un... C'est là que vous allongez la momie. D'accord. Ou alors c'est là que vous l'asseyez, la momie. C'est un petit peu comme une chaise percée. Ah oui, et c'est la drôle. momie, pendant plusieurs mois, va être ligotée à une sorte de fauteuil comme celui-ci. Ça fait un peu Harry Potter, mais c'est tout à fait sérieux. Et la momie va se dessécher parce que tous ces liquides corporels vont fuir au fur et à mesure, être récupérés dans cette sorte d'urne et être ensuite déposés dans l'église. Donc elle va se dessécher progressivement. Même chose ici, Même chose où là, voilà, les il y a- fluides oui, vont oui, couler oui. en dessous. Et en plus, c'est bien Et on ventilé. se dessèche presque naturellement. Presque naturellement, en effet, oui, oui. Alors forcément, ça dépend de la complexion de l'individu, c'est-à-dire de son obésité ou de sa maigreur, des maladies dont il a pu mourir. Mourir, oui. Quelqu'un qui est mort de maladies infectieuses, forcément, il va beaucoup moins bien se conserver que quelqu'un qui est mort de cancer, par exemple, ou d'un traumatisme qui Ah lui oui, fait c'est perdre ça, beaucoup de c'est sang. ça. Écoutez, merci infiniment, parce qu'il faut malheureusement qu'on s'arrête, on pourrait rester des heures. Hein. Mais enfin, voilà, on va inviter tous les téléspectateurs, tous les gens à venir voir cette exposition. Avec hein. plaisir, C'est- avec c'est- plaisir. c'est- Elle se veut c'est didactique, en formidable. tout cas. Ah, c'est génial. Parce qu'on a l'impression une science compliquée, mais qu'on a l'impression de comprendre grâce à vous. Merci infiniment, Philippe Charlier. Merci beaucoup.